Donc, je faisais un petit essai. Les personnes qui ont des écouteurs, est-ce qu'elles m'entendent? Oui, sans problème. OK. Merci. Donc, il faut mettre vos écouteurs. Et si vous voulez vous rapprocher un peu, c'est aussi plus agréable pour nous, si vous le voulez bien. C'est comme vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation. Mais tu peux. Oui, non. Voilà, on va commencer dans une petite minute, le temps de laisser notre auditoire s'installer. Bon, on va démarrer. Et voilà, on va partir, on y va. Donc merci à vous d'être là. À un horaire pas évident pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu encore le temps de déjeuner. Merci d'être là. Donc nous allons parler pendant cet atelier d'une thématique que certains d'entre vous connaissent, que d'autres vont peut-être découvrir parce que c'est une thématique qui n'est pas nouvelle, mais qui est en train de monter en puissance et qui est donc, pardonnez-moi si je le prononce mal, le value add. C'est ça, Aurélie? Voilà. Donc, moi, je ne vais pas dire grand-chose parce que je vais écouter nos interlocuteurs sur ce type d'investissement immobilier. Et donc, pendant une quarantaine de minutes, je vous présente donc Aurélie Yound, qui est responsable produit de la Foncière Magellan, et Régis Negreil, excusez-moi de d'écorcher votre nom, directeur des partenariats banque privée de la Foncière Magellan, tout nouvellement nommé si je ne me trompe, hein, parce que j'ai eu un communiqué de presse hier. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette première dans cette fonction en tout cas. Alors, peut-être avant justement d'entrer dans le vif du sujet du value add, est-ce que vous pouvez en quelques mots, soit Régis, soit Aurélie, nous présenter la foncière Magellan? Bonjour, merci d'être là en petit comité, mais les meilleurs sont là. Alors, Foncière Magellan, c'est une société de gestion d'actifs agréée par l'autorité des marchés financiers et qui exerce exclusivement sur l'investissement immobilier avec un fort prisme sur l'immobilier tertiaire en région, dans les grandes métropoles. Dans les grandes lignes, je ne vais pas vous faire un historique, parce que j'en aurai pour très longtemps. Dans les grandes lignes, Foncière Magellan, c'est une quarantaine de collaborateurs qui sont répartis sur Paris, Nantes, Strasbourg, Lyon et depuis la semaine dernière, Toulouse. Aujourd'hui, donc Foncière Magellan, sur des données un peu plus liées à l'activité propre de Magellan, c'est un peu plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. C'est un patrimoine qui est exclusivement localisé en France. Ce milliard d'actifs sous gestion, il est réparti sur un peu plus de 200 immeubles de bureaux ou locaux d'activité. Ça représente à peu près 650 000 m². Et c'est déjà pas mal. La stratégie de Magellan, en 2 lignes et en étant très très rapide là-dessus, ça consiste à créer des fonds immobiliers, lesquels fonds, de manière très très classique, vont répondre à 2 typologies de stratégies, soit des stratégies de distribution, soit des stratégies de capitalisation sur lesquelles nous allons nous attarder un peu plus avec le prisme du value add.
Sur les fonds dits de distribution, le but du jeu consiste à structurer des solutions d'investissement qui vont être le plus pérennes, le plus lisible possible, de manière à distribuer aux associés du revenu, du loyer, de manière durable et pérenne dans le temps. Pour ce qui est des fonds de capitalisation, ça permet justement d'aller chercher un peu plus de performance et d'être sur des stratégies dont c'est le thème de cette intervention, sur du value add. Merci beaucoup pour ces quelques mots de présentation. Alors justement, on rentre dans le cœur du sujet, le value add, la stratégie value add. Alors si j'ai bien compris, et je ne suis pas sûre, et Aurélie, vous allez tout de suite sans doute me corriger, j'ai quand même compris qu'il s'agissait de réhabiliter un certain nombre d'actifs immobiliers afin de les transformer en pôles d'activité ou de lieux de vie qui sont davantage conformes aux usages d'aujourd'hui. Alors derrière cette définition, je pense, assez succincte, Aurélie, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter le value add? Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être présents. Alors, avant de présenter dans le vif du sujet le value add, juste un petit focus sur, on va dire, la photographie du patrimoine tertiaire en France. On l'a vu ces dernières années, on a eu un étalement et un développement très actif de toutes les zones tertiaires avec beaucoup de construction d'immeubles neufs. La raison est la suivante, c'est que autant dans le résidentiel, on peut acheter de l'ancien et on peut avoir de la valorisation, dans le tertiaire, c'est largement différent et ce sont des immeubles qui deviennent vite obsolètes. Et comme on travaille très étroitement, main dans la main avec les directions immobilières des grands groupes qui vont être les locataires de nos immeubles, on est au plus proche des demandes des locataires et donc on sait qu'ils vont préférer quitter des mètres carrés qui sont obsolètes et aller dans du neuf qui va répondre aux dernières normes environnementales, techniques, technologiques, etc., plutôt que de rester dans des immeubles anciens. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a eu un développement très important des zones tertiaires. Et vous le voyez, que ce soit à Paris ou que ce soit dans les grandes métropoles de province, on a énormément de grosses zones tertiaires qui se sont construites, qui se sont développées, avec évidemment tous les services dont les salariés ont besoin autour. La stratégie value add, elle est partie du constat que, alors, construire du neuf, c'est très bien, mais on va avoir deux problématiques. La première, c'est que on a un territoire qui n'est pas extensible, donc naturellement, à un moment donné, voilà, on ne peut pas construire n'importe où. Et puis deuxièmement, il ne fallait pas non plus forcément délaisser l'immobilier plus ancien, on va dire, et ce que nous, on a appelé stratégie value add et la stratégie notamment de renouvellement urbain. C'est important aussi de s'occuper des immeubles qui sont plus anciens et contrairement encore une fois au résidentiel, les immeubles de bureaux qui ne sont pas revalorisés de différentes façons, et on en parlera plus tard, deviennent vite obsolètes. Et puis après, vous avez des immeubles qui sont remplis à 80%, puis 75%, puis 60%, et puis on passe sous la barre des 50%, et après, ça devient très compliqué de re-remplir l'immeuble. Puis la plupart du temps, les propriétaires n'étaient pas forcément désireux d'investir et de faire des travaux ou de travailler sur des stratégies de revalorisation. Donc globalement, le value add, c'est quoi? C'est procéder à des acquisitions opportunistes qui vont reposer notamment, principalement sur les emplacements, parce que les immeubles de bureaux plus anciens, la plupart du temps, sont très bien placés, ils sont moins excentrés que les grandes zones tertiaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, c'est de travailler sur différents leviers de revalorisation pour pouvoir aller chercher déjà de la valeur, créer de la valeur, les re-remplir et puis ensuite les céder moyennant une plus-value évidente qui aura été réalisée grâce à cette stratégie de revalorisation. Donc on a monté ces dernières années, partant du constat qu'effectivement il y avait beaucoup d'immeubles plus anciens qui étaient vides ou quasiment vides, et on a travaillé donc sur des fonds d'investissement immobilier en value add, plutôt en capitalisation, parce que quitte à aller chercher de la performance, autant aussi aller utiliser un peu l'effet de levier bancaire, donc en capitalisation pour pouvoir ensuite délivrer un TRI qui la plupart du temps va être un peu plus performant que des fonds très défensifs, ce qu'on appelle des stratégies core, c'est-à-dire des investissements, comme le disait Régis tout à l'heure, qui sont qui ont une visibilité parfaite sur les cash flows qui vont rentrer et qui permettent aux investisseurs d'avoir une visibilité parfaite sur la rémunération qui va leur être versée. Donc voilà, je peux simplement rajouter que cette stratégie, on a choisi de l'appeler, alors vous avez des anglicismes qui sont toujours très à la mode, surtout dans la finance et dans les sociétés de gestion. Et on a choisi de travailler sur ce qu'on appelle, nous, de la stratégie de renouvellement urbain. Donc c'est vraiment
arrêter de laisser vacants des immeubles qui sont plus anciens et puis aller travailler pour les revaloriser sur plusieurs thèmes dont on parlera tout à l'heure. Merci Aurélie. Donc j'ai tout de suite une question, peut-être avant. On parle d'un marché colossal. La Régis, vous m'expliquerez un peu pourquoi, vous nous expliquerez pourquoi, au potentiel colossal plutôt. Juste parce que je n'ai pas forcément tout compris. Donc, si je comprends bien, les actifs peuvent être du tertiaire comme du résidentiel. Juste une petite précision là-dessus. Les actifs qui constituent les portefeuilles de vos fonds, est-ce qu'il y a une dominante tertiaire, bureau, commerce, entrepôt, que sais-je? Enfin, pas entrepôt, peut-être pas, surtout pas, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit point sur le type d'actifs parce que voilà, s'il vous plaît. On va travailler majoritairement sur du tertiaire. Donc la granularité du tertiaire, c'est évidemment les immeubles de bureaux, ça va être des parcs d'activités, des business parks, un peu plus à la marge, des locaux commerciaux et puis des plateformes logistiques. Aujourd'hui, effectivement, les actifs qui vont présenter le plus de possibilités et d'opportunités de création de valeur, ça va être les actifs tertiaires. Foncière Magellan n'a pas vocation, en tout cas pour l'instant, après voilà, ça peut changer dans le futur, mais aujourd'hui, on n'a pas vocation à faire ce qu'on appelle la fameuse transformation d'immobilier de bureau en résidentiel. Premièrement, c'est très compliqué. Deuxièmement, c'est extrêmement coûteux. Et puis troisièmement, vous avez déjà des opérateurs qui sont en train, entre guillemets, un petit peu de se casser les dents là-dessus. On va les laisser essuyer les plâtres, comme on dit, et puis on s'attachera éventuellement à ça dans un deuxième temps. Aujourd'hui, c'est très compliqué, ne serait-ce que techniquement. On l'imagine assez facilement. Quand vous avez 1000 m² de bureau avec un seul compteur électrique et que vous voulez diviser ça en 10 appartements de 100 m², on peut très facilement comprendre la difficulté que ça représente pour aller créer de la valeur. Donc nous, on travaille principalement sur le tertiaire. Merci pour cette précision. Alors donc Régis, c'est vrai, moi j'ai lu quelques petites choses et ce qui revient fréquemment, c'est que c'est un marché au potentiel colossal. Donc Aurélie vient déjà de nous donner quelques éléments d'information pour le comprendre. Est-ce que néanmoins vous pouvez nous expliquer pourquoi ce potentiel est si important? Alors Aurélie a déjà quasiment tout dit. Alors, oui, il y a un marché qui est colossal parce que, en fait, tout simplement, si on s'attarde juste quelques secondes sur le champ des possibles lorsqu'on parle de la matière immobilière, en fait, vous avez tout ce qui est immobilier neuf, où on part d'un foncier et on va édifier un immeuble neuf correspondant aux dernières normes environnementales, etc., etc. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte, et c'est ce qu'expliquait, c'est ce qu'évoquait Aurélie, que sur l'immobilier tertiaire, il y a une notion d'obsolescence qui va quand même beaucoup plus vite que sur l'immobilier résidentiel. Ça, c'est sûr et certain. Alors après, face à ces mètres carrés qui sont anciens, mais parfois pas spécialement, quand on commence à considérer des immeubles qui ont 10, 15, 20 ans, mais qui, face à l'évolution vraiment très récente et très rapide des normes techniques, environnementales, de la réglementation, code du travail, etc., etc., c'est là qu'on se rend compte qu'on a un terrain de jeu qui est énorme et qui permet vraiment de se positionner sur une stratégie value-add, ça c'est sûr et certain. Par exemple, alors vous avez ces premières considérations quelque part techniques sur la façon dont vont vieillir les immeubles. Après, vous avez tout simplement les zones foncières qui sont disponibles. Regardez ce qui se passe par exemple en région parisienne ou dans les grandes agglomérations. Les fonciers sont considérablement occupés, sont très très denses. Et les promoteurs qui se positionnent sur du neuf ont vraiment toutes les difficultés du monde pour trouver de nouveaux projets. Et c'est là que vraiment le terrain d'expérience est vraiment assez conséquent, puisqu'il y a tout ce reconditionnement des immeubles anciens qui deviennent obsolètes, qui permettent vraiment de se positionner sur une stratégie value-add. Alors vous disiez qu'Aurélie avait déjà tout dit, mais moi non, je ne suis pas du tout d'accord. Alors j'aimerais que vous rentriez, Aurélie, un petit peu dans le détail des stratégies value-add, parce que derrière ce terme, il y a plusieurs stratégies possibles. Alors sans forcément nous faire un panel de toutes les stratégies, mais déjà nous donner grosso modo, et surtout nous dire celle que vous avez chez Foncière Magellan choisie et pourquoi. Oui, il y a plusieurs leviers de revalorisation, donc ce qu'on appelle le value-add. Et j'aime beaucoup ce mot que tu as utilisé, le reconditionnement, parce que c'est vraiment exactement ça. Et on le voit finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de suivre la tendance générale pour n'importe quel produit, parce qu'on le voit avec les appareils informatiques, avec les appareils électroménagers.
On parle de plus en plus de reconditionnement et puis peut-être arrêter de tout le temps construire du neuf, qui, on le sait, est un gouffre, notamment écologique et environnemental, et travailler plutôt sur de l'ancien et sur du reconditionnement. Aujourd'hui, chez Foncière Magellan, on a arrêté principalement, alors ça serait difficile de vous faire une liste exhaustive naturellement, mais on a arrêté principalement 3 stratégies de revalorisation qui présentent vraiment des opportunités pour aller chercher de la performance, voire de la surperformance. La première stratégie, c'est évidemment de la revalorisation purement immobilière, donc de la revalorisation technique, technologique, environnementale. Il s'agit d'acheter un immeuble ancien qui ne répond plus du tout aux normes, que ce soit les normes d'isolation, les normes de chauffage, les normes de distribution numérique, de distribution électrique, et puis d'aller travailler ces immeubles-là, donc vraiment sur l'immeuble en lui-même. Donc ça va être l'amélioration ou la rénovation de l'isolation. Enfin voilà, on va se positionner un peu comme un marchand de biens qui va acheter de l'ancien et puis qui va tout rénover et qui va revendre. Donc ça, c'est un premier levier de revalorisation. Le deuxième levier de revalorisation qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle de la valorisation de réserves foncières. Ce qui s'est passé ces dernières années, et on travaille toujours étroitement, quand on travaille sur du value-add et sur du renouvellement urbain, on travaille étroitement main dans la main avec les collectivités territoriales. Et ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans la plupart des grandes communes, des métropoles, voire même des communes un peu plus petites? C'est qu'on est passé, alors je rentre un peu dans la technique, mais c'est un point qui est important. Tous les plans locaux d'urbanisme ont été changés. On était en plan d'occupation des sols, donc ce qu'on appelait les POS, et c'est passé en PLU, plan locaux d'urbanisme. Et il y a une donnée qui est très importante là-dedans, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'occupation des sols. Et en fait, ce coefficient, il tend à être augmenté, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a un territoire qui n'est pas extensible, et donc les mètres carrés qui sont potentiellement constructibles sur les terrains ont été largement augmentés ces dernières années. Et donc nous, on va utiliser cette opportunité-là pour travailler sur ce qu'on appelle de la revalorisation de réserves foncières. C'est-à-dire qu'on a des immeubles anciens qui sont souvent pas très grands et qui sont sur des immenses terrains parce qu'à l'époque, les communes souhaitaient qu'il y ait plein d'espaces verts, qu'il y ait plein de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va dégrader évidemment tous les espaces verts, mais ça veut simplement dire que ça peut être perfectible. On peut aussi travailler sur de la surélévation immobilière en rajoutant des mètres carrés. Et donc ça a une vraie opportunité value-add, c'est-à-dire travailler sur l'augmentation et l'exploitation de la réserve foncière. Et puis la troisième stratégie de revalorisation, c'est ce qu'on va appeler les changements de destination. Alors, on a travaillé sur une typologie d'actifs qu'on connaît bien chez Foncière Magellan et que peu de sociétés de gestion ont exploré à tort, ce qu'on appelle les parcs d'activités. Parcs d'activités, c'était des grands ensembles immobiliers qui étaient souvent construits dans des zones urbaines très bien placées à l'époque pour permettre d'offrir des halls d'activités à des artisans, à des sociétés logistiques pour faire ce qu'on appelait la livraison du dernier kilomètre ou pour permettre d'avoir entre 800 et 1500 mètres carrés vraiment très proches des zones urbaines pour faciliter le travail des entreprises. Ces parcs-là, ils ne sont pas terribles. C'est souvent des gros ensembles immobiliers qui vont faire 10, 15 000 mètres carrés, qui ne sont pas très très beaux, mais qui par contre sont très souvent extrêmement bien placés. Et là, on a travaillé sur un troisième levier de revalorisation, value-add, c'est ce qu'on appelle le changement de destination. C'est-à-dire que souvent, et on le voit dans beaucoup de zones commerciales, en fait, autour de ces parcs-là, avant, c'était des zones d'activité. Et puis, ça devient de plus en plus mixte. Alors, les municipalités vont voter, par exemple, des constructions d'immeubles de résidence, enfin d'appartements, des centres commerciaux, des choses comme ça, pour un petit peu rendre plus vivant le quartier. Et donc, changer de destination ces locaux-là, ça permet, d'une part, de conditionner, encore une fois, j'aurais pas pu trouver un meilleur mot que ça, de redonner un peu vie à ces gros ensembles immobiliers. Changer de destination, c'est aussi naturellement augmenter le loyer facial, puisque alors si je prends un exemple de parc d'activité en région, mètre carré va se louer à peu près entre peut-être 50 et 60 euros le mètre carré annuel pour du hall d'activité. Quand vous changez de destination et que vous êtes sur de la surface commerciale, par exemple pour des salles de sport, par exemple pour des salles d'escalade, par exemple pour des zones de loisirs ou des choses comme ça, vous allez passer rapidement au-delà de la barre des 100 euros le mètre carré, moyennant des aménagements qui ne sont pas si compliqués. Il faut améliorer la circulation, la signalétique, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça présente des vrais leviers de revalorisation. Donc on travaille sur ces 3 leviers-là, principalement.
Merci beaucoup pour ces explications. Donc, on voit que vraiment le value add, c'est avant tout, c'est un pléonasme, une stratégie de revalorisation. Donc, c'est activer des leviers de revalorisation des actifs. Mais voilà, quand on s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine qui eux-mêmes relaient les besoins de leurs clients, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que le value add active éventuellement comme levier en termes d'une part de rendement, là vous venez de l'évoquer un petit peu à travers des loyers davantage porteurs, enfin plus rémunérateurs que précédemment, donc en termes de rendement et éventuellement d'optimisation fiscale, enfin quel levier fiscal, mais je pense au particulier qui éventuellement va, et on reviendra ensuite sur ce que vous proposez au particulier, mais déjà les deux autres leviers possibles au-delà de la revalorisation elle-même. Alors, l'investisseur, de quoi va-t-il bénéficier en se positionnant sur une stratégie value-add pour autant qu'il y adhère? Déjà, tout d'abord, il y a deux façons de répondre à ça. Il y a la performance financière de son investissement. Et puis alors après, puis c'est peut-être pas le but aujourd'hui, on va aussi regarder la façon dont on peut structurer l'investissement. Et là, les aspects juridiques et fiscaux, en fait, l'enveloppe dans laquelle on va loger l'investissement. Alors, sur l'immobilier, comme de toute façon sur n'importe quelle classe d'actifs, le couple rendement-risque, il est toujours étroitement lié. Donc, a fortiori sur du value-add, si on se positionne sur des investissements qui vont aller chercher de la valeur, donc c'est des investissements en risque, on va créer de la valeur, forcément, l'objectif de performance, l'espérance de gain va être, c'est un pléonasme de le dire, va être beaucoup plus élevé qu'une solution classique de distribution où on maîtrise l'ensemble des paramètres avant d'investir. Donc, sur l'investissement value-add qui est très très souvent structuré en solution de capitalisation. Donc le but du jeu, c'est que l'investisseur, il va mettre une mise de départ. Pendant toute la durée de son investissement, il n'y a pas de perception de revenus. Et ce n'est qu'à la fin de l'investissement, à l'horizon convenu d'investissement, que si tout s'est bien passé, l'investisseur va percevoir un multiple de sa mise de départ initiale. Sur ces fonds en value-add, donc on ne raisonne pas en rendement, on raisonne en TRI. Il n'est pas rare de constater, de proposer aux investisseurs des TRI dont l'atterrissage va se situer à 2 chiffres. On sera, dans la plupart des cas, au-delà de 10%. Donc ça, c'est pour la performance financière des fonds que va confier l'investisseur par l'intermédiaire de son CGP à la société de gestion, en l'occurrence à Magellan. Après, on peut regarder, on va pas s'y attarder très très longtemps parce que là on serait parti pour des heures et des heures de discussion, puis c'est beaucoup trop technique. Il nous faudrait d'éminents juristes et fiscalistes pour vraiment décortiquer tout ça. Il y a la façon dont on va structurer l'investissement et il y a des structurations qui vont permettre d'adoucir la fiscalité de l'investisseur et donc quelque part de participer à l'effet value-add de l'investissement. Si l'on s'attarde très très rapidement sur 2 véhicules qui permettent d'adoucir la fiscalité des investissements, par exemple, vous proposez des véhicules de type OPPCI, organisme professionnel de placement collectif immobilier. Par exemple, la fiscalité des revenus pour celui qui souscrit en personne physique, elle est à la flat tax, que ce soit pour le flux des revenus ou la plus-value. La flat tax étant clairement plus intéressante, en tout cas moins confiscante, je ne sais pas si ça existe confiscante, en tout cas moins sévère, moins pénalisante, merci, que l'impôt de plus-value classique. Il existe d'autres véhicules, on y reviendra tout à l'heure, Magellan en a lancé un l'an dernier, on va très certainement renouveler cette opération, où on va pouvoir loger des solutions value-add en capitalisation sous enveloppe de FPCI, Fonds professionnels de capital investissement, où là la fiscalité est quand même assez attractive, puisque celui qui souscrit en personne physique, à la sortie, sa plus-value ne sera fiscalisée que sur ses prélèvements sociaux, il n'y a pas de tranche marginale. Celui qui souscrit en structure sociétale bénéficiera d'un taux d'IS réduit, il sera à 15% au lieu d'être à 28%, et dans un cas comme dans l'autre, l'investissement échappe à l'IFI. Donc les aspects juridiques et fiscaux sont au moins tout aussi importants que la stratégie value-add qui est proposée par la société de gestion, c'est indéniable. Oui, alors évidemment, on va revenir là-dessus. Juste une petite question, quand vous dites qu'un TRI a 2 chiffres, juste sur quel terme à peu près? On est sur du 10 ans comme en capital risque, davantage
Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Alors, si on est sur un OPPCI est un véhicule qui a une durée réglementaire, c'est un véhicule qui a une durée de vie de 10 ans. Sur un FPCI, on est sur une durée beaucoup plus courte, on est sur une durée de 6 ans, avec une prorogation de 2 fois 1 an, à la main de la société de gestion, mais il faut le comprendre comme un mécanisme de protection pour les investisseurs, c'est tout simplement pour ne pas être obligé de sortir à la casse dans des conditions trop défavorables si le marché ne permettait pas de sortir confortablement. Merci. Alors, c'est vrai que moi, je voudrais quand même revenir sur l'investisseur particulier, hein, qui est quand même évidemment le client du CGP. Est-ce que vous pouvez quand même nous revenir un petit peu sur le véhicule d'investissement, alors plutôt le FPCI? Est-ce qu'on peut considérer que la loi Pacte ouvre un petit peu plus de marge de manœuvre pour ce type d'investissement dans le cadre de l'assurance vie? Enfin voilà, d'une part, nous en dire un peu plus sur le véhicule ou les véhicules, vous venez de les évoquer, mais détailler un peu plus accessibles aux particuliers et que du coup, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent conseiller à leurs clients et justement quel type de clientèle ça concerne, parce que on le sait aujourd'hui, le conseil est plus primordial que jamais, notamment sur les notions de risque, de prise de risque. Donc comment se situe le value add en termes de produits financiers, j'ose pas dire pierre-papier parce que ce serait nous induire en erreur, mais enfin voilà, avoir un tout petit peu plus de détails comment, sur la passerelle entre tout ce que vous venez de nous expliquer de ce qu'est l'investissement value-add et la façon dont un particulier peut en profiter à travers son conseiller en gestion de patrimoine et quels sont un peu les types de particuliers, d'investisseurs particuliers qui sont visés. Aurélie ou Régis, je vous laisse. Merci. Alors, la plupart des véhicules d'investissement qui sont utilisés pour mettre en place les stratégies value-add sont plutôt des FIA, donc des fonds d'investissement alternatifs. Donc, ça veut dire que prioritairement, que ce soit des investisseurs particuliers en direct ou via une interposition sociétale type holding familial, on va s'adresser plutôt aux clients dits professionnels ou assimilés professionnels au sens du Code monétaire et financier. Donc, on est de toute manière systématiquement sur des tickets d'investissement minimum de 100 000 euros. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on va se positionner, je pense, alors en concurrence, j'aime pas trop dire ça, mais enfin en tout cas en alternative à des investissements immobiliers en direct, c'est-à-dire acquisition éventuellement d'un appartement ou une résidence secondaire ou cette typologie d'investissement. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur des investissements grand public, on n'est pas sur des OPCI mais sur des OPPCI et on n'est pas sur des tickets de 1000 ou 5000 ou 10 000 euros. Ensuite, il y a trois véhicules d'investissement, Régis en a parlé tout à l'heure, qui sont plus adéquates effectivement pour la stratégie value-add. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va justement aller chercher des TRI à 2 chiffres, bon, il faut éviter, autant que faire se peut, on reste en France, le frottement fiscal qui est quand même très souvent confiscatoire. C'était ça le mot. Donc effectivement, après, bon, il faut payer de l'impôt, hein, on a des hôpitaux, on a des routes, on a de la police, on a tout ça. Donc voilà. Mais enfin, effectivement, si on peut essayer d'optimiser un petit peu la chose, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, vous avez en particulier 2 véhicules qui permettent de faire ça. Comme l'a dit Régis, c'est l'OPPCI. Donc l'OPPCI va avoir la possibilité, alors j'aime bien parler de ce produit-là parce que c'est vraiment une stratégie d'investissement hybride. C'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt de la stratégie d'investissement, on va dire, assez défensif sur des immeubles toujours neufs ou très récents, parce que mine de rien, il y a quand même toujours de la demande pour du neuf ou du très récent. Et comme on travaille en partenariat avec les directions immobilières des grands groupes, voilà, on les accompagne dans leurs implantations ou leur réimplantation territoriale. Et à ce moment-là, il faut construire du neuf. Mais parallèlement à ça, au sein du même véhicule d'investissement, on va mettre en place une stratégie value-add qui va permettre d'aller chercher un peu de surperformance et un petit peu de rendement supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va utiliser, une stratégie d'investissement hybride. Et du coup, on est sur un produit, on va dire, moitié distribution, moitié capitalisation. Pour avoir l'accréditation OPCI aujourd'hui, au PPCI en l'occurrence, les statuts demandent que 85% des dividendes soient versés aux associés. Donc nécessairement, il va y avoir un peu de distribution. Et puis, il va également y avoir un peu de capitalisation avec l'augmentation de la valeur liquidative des parts de l'OPPCI. Donc ça, c'est vraiment hybride. Et puis ensuite, un deuxième produit qu'on utilise là à 100% capitalisation, c'est le FPCI, comme le disait Régis tout à l'heure,
C'est ce qu'on peut comparer à du private equity. Là, il faut que ce soit une activité commerciale. Donc la stratégie value add dans ces cas-là, ça va être sur les 3 leviers de revalorisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, acquérir, rénover ou revaloriser de la réserve foncière ou encore changement de destination des locaux et puis ensuite de les revendre directement. Il ne faut pas qu'il y ait une visée patrimoniale ou de conservation des actifs. Là, il faut que ce soit vendu puisqu'il faut absolument que ce soit une activité commerciale. Vous l'aurez compris, ça s'adresse plutôt à des clients, on va dire, quand même assez fortunés. Il y a un niveau de risque qui est maîtrisé et on va dire qui est bordé par la société de gestion, mais qui est évidemment existant. Plus vous allez avoir de la rémunération ou du TRI, plus le niveau de risque va être élevé. Ah, pardon. Vous vouliez rajouter quelque chose? Juste sur les FPCI, excusez-moi Régis, je vous repasse la parole tout de suite. Petite question, là aussi en termes de produits, ce sont des produits très chargés ou pas en termes de frais? Et est-ce que, je repose ma question, tout ce qui a assoupli en termes de private equity, la loi Pacte, concerne votre stratégie value add? Est-ce que ça lui ouvre une porte supplémentaire? Alors c'est évidemment hyper chargé parce qu'il faut payer le stand de BFM Business là qui coûte super cher. Donc non, le chargement il est celui assez traditionnel des sociétés de gestion. Et puis quand on parle de TRI à 2 chiffres, on parle toujours net de frais de gestion. On va parler évidemment brut de fiscalité pour les associés, mais net de frais de gestion pour les investisseurs. Donc voilà. Globalement, on est sur des niveaux de chargement qui vont être compris entre peut-être 8 et 11%, 8 et 12% à peu près. Tu me corriges ou tu me valides, hein, voilà, c'est ça. Bon, quand vous avez une stratégie qui est un peu plus complexe que la simple acquisition d'immeubles de bureaux avec des beaux fermes de 9 ans où il s'agit simplement de collecter le loyer tous les trimestres et puis de s'assurer que tout fonctionne à peu près bien, c'est sûr que là, voilà, quand vous devez acquérir des immeubles qui sont plus anciens, qu'il faut mettre en place des politiques de travaux, ça mobilise des gens. Et ce qu'il faut savoir, petite particularité de chez Foncière Magellan, c'est que toutes les activités qui tournent autour de la gestion immobilière sont internalisées chez nous. Et on tient à ça, puisque c'est ce qui aussi nous permet d'avoir vraiment la main sur la mise en place de la stratégie d'investissement de bout en bout. Et donc, tout ce qui est asset et property management, c'est intégré chez Foncière Magellan. Donc, c'est important aussi, et nécessairement, quand vous internalisez ces fonctions-là, ça coûte un peu moins cher que quand vous passez par des intervenants externes. Et je te laisse pour le reste, pour la suite de la question, parce que je ne me souviens plus. En fait, je fais une fixation sur l'assurance vie. Ah oui. Dites-moi si ça rentre ou pas dans le cadre. Vous ne savez pas? Si, si, on sait. Oui. Non, mais c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça dépend. L'idée, c'est de pouvoir loger, si possible, ce type de véhicule dans des contrats d'assurance vie, de les rendre éligibles, bien entendu, ce qui va permettre, bien évidemment, de démultiplier la distribution, les sources de collecte et d'investissement, tout simplement. Mais ce type de véhicule est éligible, clairement. Donc justement, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous avez dans les cartons, entre guillemets, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit. Voilà, on parlait d'un beau potentiel, donc j'imagine que vous êtes sur différentes opérations. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous envisagez de proposer à vos partenaires dans les mois qui viennent? Alors, dans les mois qui viennent, beaucoup d'actualités et pas mal d'offres. Donc, je profite de cette tribune. On n'oublie pas le value add. On va continuer à proposer des solutions classiques de distribution. Maintenant, si on revient sur le value add qui est le thème de cette présentation, on vient de clôturer un FPCI qui a plutôt été on va rester modeste, mais qui a été plutôt couronné de succès. Il y a eu pas mal d'intérêt et d'attrait, aussi bien de nos partenaires bancaires que de nos partenaires CGP, tant et si bien qu'on avait prévu de lancer une version 2 de ce FPCI un peu plus tard, courant 2022, mais il est vraiment fort possible qu'on accélère le lancement de la version 2 de ce FPCI. Par rapport à l'OPPCI, nous sommes en train de clôturer
l'OPPCI Imofim. On le clôture le 31/12 de cette année. Et on est d'ores et déjà en train de plancher sur les caractéristiques d'un nouvel OPPCI qui sera proposé courant 2022. À côté de ces fonds qui sont dans la gamme maintenant, qui sont bien installés dans la gamme de ce que propose Foncière Magellan, nous sommes en train de travailler sur un fonds pure value add, où là on co-investit aux côtés d'un investisseur institutionnel. Cet investisseur institutionnel prend une participation très majoritaire dans le fonds, il prend 80% de participation, et on est en train de faire rentrer dans ce fonds, avec nos partenaires, des investisseurs qui vont représenter 20% de ce fonds, avec une stratégie mais qui est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on vient d'évoquer, c'est du value add pur jus. Et là, on vise clairement un TRI à 2 chiffres. C'est un horizon d'investissement qui est très court terme. On porte l'investissement une durée de 4 ans et puis on rembourse tout le monde si tout s'est bien passé. Mais a priori, ça devrait être le cas puisque c'est un type de fonds, une type de stratégie que nous maîtrisons vraiment puisque nous l'avons déjà proposé avec cet investisseur institutionnel il y a 2 ans. Et cet investisseur est revenu nous voir pour reprocéder au même fonds. Donc voilà pour la gamme actuelle et à venir de Magellan. Juste une toute petite question encore. Vous dites du pur value add, donc juste il y a quand même des nuances. Hein. C'est-à-dire pour vous, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que du pur value add? Ou Aurélie, vous nous avez tendu une perche là. Qui veut... Non, je vais le laisser répondre. Alors, non, du pur value add, c'est-à-dire qu'on part vraiment de zéro, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va se positionner au tout début d'un projet, on se positionne sur des fonciers sur lesquels on va développer des locaux d'activité, des locaux à usage de bureau, et qu'ensuite on va essayer de proposer en revente à des investisseurs ou en revente à des utilisateurs. Quand je parle de pure value add, ça va être... quelque part, il y a une prise de risque qui est certes beaucoup plus importante, mais qui est potentiellement beaucoup plus rémunératrice que le simple fait, c'est très réducteur ce que je dis, mais que le simple fait de rénover un immeuble, de relouer des surfaces vacantes qui, de temps en temps, peuvent être aussi assimilées à du value add. Et dernière question avant éventuellement d'accueillir vos questions à vous. Un parallèle qu'on fait assez facilement avec le capital investissement, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que le value add est décorrélé, de même qu'on dit souvent le capital investissement, son principal atout, c'est quelque part d'être décorrélé des variations boursières. On parle toujours de tensions immobilières multiples et variées, d'éventuelles bulles qui finira par éclater ou que sais-je. Est-ce que vous diriez que le value add, par sa définition même, par sa nature même, est un peu décorrélé d'éventuelles trop fortes tensions sur le marché immobilier, SCPI, etc. Ce sera ma dernière question. Alors, c'est une question qui mériterait des heures et des heures de débat. Simplement, oui, c'est vrai qu'à la base, le value add est une démarche, une stratégie qui est éminemment plus risquée qu'un investissement immobilier core, ça c'est sûr et certain. Maintenant, la caractéristique première du value add, c'est d'être sur des opérations court terme. Donc par nature, on va être exposé beaucoup moins à une bulle immobilière ou alors à des changements ou à des... tout simplement, moins on va porter l'investissement et moins on va être en risque avec une évolution défavorable du marché. Donc c'est ce qui peut permettre aussi de contrebalancer l'exposition au risque qui est proposée dans un investissement value add. Aurélie, vous voulez un dernier mot ? Je vais juste compléter effectivement. Vous nous parliez tout à l'heure éventuellement aussi des SCPI qui peuvent contribuer à cette bulle immobilière. La grande différence, et c'est aussi je pense ce qui a fait notre force depuis des années, c'est qu'on n'a pas de contrainte de dépenses. C'est-à-dire qu'on va prioritairement identifier les actifs, mettre en place des stratégies d'investissement et après, ou parallèlement à ça, on va collecter. Statutairement, les SCPI collectent en permanence et ont cette contrainte de dépenses que nous n'avons pas. Je ne dis pas que ça va les amener à acheter n'importe quoi, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même qu'ils dépensent l'argent qu'ils ont collecté. Là, on est sur un mode de fonctionnement un peu différent, puisque d'abord, on va mettre en place une stratégie, on va travailler sur le meilleur véhicule d'investissement qui va pouvoir porter cette stratégie,
Et ensuite, parallèlement à ça, une fois que les business plans sont établis, une fois que la stratégie est validée en interne, on va partir sur des collectes de fonds. Donc c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses par rapport au SCPI notamment. Voilà. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications sur cette classe d'actifs, si je puis dire, très, très spécifique, hein, et donc avec beaucoup de choses à dire. Je trouve, on laisse toujours 5 minutes hein, pour savoir si parmi vous il y a des questions sur le value add, s'il y a des remarques, si c'est une typologie d'investissement sur laquelle vous avez envie de réagir ou de poser des questions qui n'auraient pas été abordées là, et n'hésitez pas. Et sinon, si je peux me permettre, Oui, je vous en prie. On est au stand E12, donc n'hésitez pas à passer nous voir tout l'après-midi. On se fera un plaisir de répondre à vos questions en direct. Il n'y a pas de questions? Lancez-vous, non? Personne? Très typique. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Hein. Ah si, vous avez... Ah non, téléphone. Ah si, il y a... Alors, monsieur, si ça ne vous dérange pas, je dois venir vers vous et je relais la question. Mais ça, il y en a pour une seconde. Oui. Alors, excusez-moi, je suis obligée de relayer la question parce que comme c'est enregistré, donc j'apporte le micro, vous avez entendu, mais juste si vous avez la gentillesse de la reposer en 2 termes. Merci. Oui, bonjour. Je demandais simplement si la crise des matériaux en fait, et des problèmes de main-d'œuvre dans le bâtiment allait avoir un impact en fait, sur les taux de rendement, sur la durée de respect des délais de construction, etc. Merci. Je vous rapporte vite le micro. Et Aurélie ou Régis, je ne sais pas qui. C'est effectivement une excellente question. Alors oui, effectivement, on a une augmentation du prix de la main-d'œuvre, on va avoir une augmentation des matériaux. Ce qu'il faut anticiper aussi, c'est la disponibilité des matériaux, surtout en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Le principal impact qu'il va y avoir suite à ça, c'est sur le prix d'achat. Donc finalement, alors est-ce que c'est Foncière Magellan qui va supporter cette augmentation? Non, très clairement, il y a aussi une dévalorisation, en tout cas une baisse du prix évidente, et les vendeurs le savent. Ils sont obligés, entre guillemets, un petit peu de vendre moins cher, justement pour que l'acquéreur puisse aussi faire le tampon et prendre en charge ça. Et puis, dans un deuxième temps, c'est largement anticipé dans les business plans qu'on va mettre en place avant, évidemment, d'aller lever les fonds. Et l'idée, c'est que ça ne vienne pas détériorer le TRI, tout simplement parce que ça aura été anticipé. Et puis, ça peut être aussi pallié par, évidemment, les taux d'intérêt qui restent quand même extrêmement faibles à ce moment. Donc, il faut utiliser l'effet de levier bancaire pour pouvoir aussi compenser l'augmentation de ces matériaux. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Par exemple, sur des fonds, sachant qu'on reproduit cette démarche aussi sur les fonds value-add, mais sur des fonds corps de distribution, lorsqu'on se positionne sur des actifs qui sont en VFA, donc dont la livraison est par exemple programmée, je vous dis n'importe quoi, au 2e trimestre 2022, dans notre business plan, on ne va surtout pas anticiper une livraison de l'actif au 2e trimestre 2022, on va l'anticiper au moins 2 trimestres après. On prend toujours cette marge de manœuvre. Mais les business plans et les objectifs de performance des fonds que propose Magellan sont toujours assez prudents. On préfère annoncer de bonnes surprises, il vaut mieux toujours ça plutôt que l'inverse. Eh bien, merci beaucoup. Et tous ceux qui veulent poursuivre la conversation sur le value add, peuvent vous rejoindre sur votre stand. Merci beaucoup de votre écoute.